Aujourd'hui, Charles Baudelaire est clairement devenu l'un des poètes français les plus célèbres au monde. C'est une véritable référence littéraire à côté de laquelle on ne peut plus passer. À mon avis, avec Rimbaud, c'est probablement le poète le plus étudié au collège, au lycée ou à l'université. Et pourtant, si vous aviez vécu à son époque, disons-le, vous n'auriez probablement jamais entendu parler de lui, parce que quand il meurt en 1867 à l'âge de seulement 46 ans, il est encore mais alors très loin de la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. En fait, il meurt carrément inconnu. Pire, j'ai même envie de dire que parmi le peu de gens qu'ils connaissent, qui l'ont lu, un certain nombre d'entre eux ont plutôt tendance à le mépriser. D'ailleurs, le seul recueil de poésie qu'il a publié de son vivant, à savoir ses désormais très célèbres Fleurs du Mal, sont un véritable fiasco lors de leur parution. D'abord, il s'en vend à peine 400 exemplaires, mais en plus de ça, Baudelaire subit des critiques extrêmement sévères qui l'accusent de produire une poésie obscène et immorale, et comme si c'était pas assez, à cause de ce livre, il est attaqué en justice, il perd son procès et il est condamné à payer une amende plutôt salée, tandis que 6 poèmes du livre sont officiellement interdits. Bref, comme vous le voyez, tout ça c'est pas très glorieux. Et pourtant, même si les Fleurs du Mal lui attirent plein de problèmes, quelques auteurs reconnaissent immédiatement que le recueil est un chef-d'œuvre absolu, comme Victor Hugo ou Gustave Flaubert pour nommer les plus célèbres d'entre eux. Vous voyez donc peut-être où je veux en venir, Baudelaire de son vivant, c'est une figure qui divise. D'un côté, il suscite tout de suite l'admiration des plus grands noms de la littérature, de l'autre, il déçoit énormément de critiques et de lecteurs qui enterrent immédiatement son recueil. Alors, Baudelaire était-il un génie incompris de ses contemporains, ou seulement un artiste bizarre, comme il y en a plein, et que les gens de son époque avaient raison d'éviter de fréquenter parce que c'était une mauvaise fréquentation? Sinon, pour quelles raisons exactement les lecteurs de son époque sont complètement passés à côté de son œuvre? Et comment est-ce qu'il est finalement devenu célèbre après sa mort? Quels sont les événements qui ont mené à sa reconnaissance? Eh bien tout ça, c'est exactement ce à quoi je vais m'intéresser dans cette vidéo. Je vais vous raconter comment, malgré les critiques, son procès, ses problèmes d'argent, etc., Baudelaire est passé de l'anonymat à la gloire. Néanmoins, avant de commencer, j'ai une petite information à vous glisser. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et ça va être l'occasion pour moi de vous raconter comment, il y a quelques années, je me suis fait arnaquer très bêtement en commandant ce petit livre sur internet. La particularité de ce livre, c'est qu'il est en anglais et il a été publié il y a longtemps, donc pour le commander, je l'ai fait venir de l'étranger. Mais le truc, c'est que quelques jours après avoir passé ma commande, je reçois un message qui me dit que je dois payer des frais de douane pour recevoir mon colis et on me demande des frais dérisoires, genre 2-3 euros. Le message reprenait les éléments de ma commande, donc je me méfie pas plus que ça. Je sais que ça peut arriver quand on fait des commandes qui viennent de l'étranger de devoir s'acquitter de certains frais après l'achat. En plus, mon colis avait du retard, donc je me dis c'est bon, tout s'explique. Du coup, je règle les 2-3 euros qu'on me demande, je reçois ma commande quelques jours plus tard. Mais là, je finis par m'apercevoir qu'après ce règlement, je suis abonné à un truc qui me prélève dans les 15 euros par mois et je comprends tout à coup l'entourloupe. J'ai été victime de phishing ou de hameçonnage en français, c'est-à-dire que des escrocs usurpent l'identité d'un tiers de confiance pour vous faire effectuer des paiements frauduleux ou vous soutirer des informations sensibles comme vos coordonnées bancaires. Alors heureusement, dans mon cas, les sommes n'étaient pas très importantes. Je pense que le but, c'était plus de me prélever un petit montant chaque mois sans que je m'en rende compte. Heureusement, je me suis aperçu de l'escroquerie, mais j'ai quand même dû appeler ma banque pour faire annuler l'abonnement, puis obtenir un remboursement, j'ai dû changer ma carte bancaire. Bref, je suis passé par quelques galères et une petite frayeur dont je me serais bien passé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est le genre de mésaventure que je peux éviter beaucoup plus facilement parce que je suis désormais abonné à NordVPN et en fait, avec NordVPN, il existe un moyen très simple de se protéger contre les sites frauduleux qui veulent vous soutirer de l'argent ou des informations sensibles via du phishing. Tout ce que vous avez à faire, c'est activer la fonctionnalité protection anti-menace pro sur l'application NordVPN. Ça prend littéralement moins de 5 minutes à installer et à configurer, ça fonctionne sur tous vos appareils, smartphones, tablettes, ordinateurs, et grâce à ça, quand vous ouvrez un lien malveillant, vous êtes averti de la dangerosité du site, peu importe le navigateur que vous utilisez, et vous évitez ainsi de faire une grosse bêtise. Donc si vous voulez naviguer beaucoup plus tranquillement sur internet et par exemple passer comme moi des commandes de livres à l'étranger en toute sérénité, je vous laisse cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran et que vous retrouverez en description de cette vidéo. Grâce à lui, vous pourrez bénéficier de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN et en plus vous avez une garantie satisfait ou remboursée d'une durée de 30 jours, comme ça vous pouvez tester sans prendre aucun risque. Encore merci à NordVPN de soutenir la chaîne et sur ce, je vous propose sans plus tarder de commencer à vous raconter l'étonnante vie de Charles Baudelaire. Bon alors, on peut pas commencer la biographie d'un écrivain sans parler de sa naissance, donc parlons-en, d'autant que vous allez voir que les conditions dans lesquelles Baudelaire naît et grandit vont avoir des répercussions importantes sur sa vie. Charles Baudelaire naît le 9 avril 1821 à Paris d'une union assez particulière puisque ses parents ont une différence d'âge très importante. Sa mère, Caroline Dufay, a 27 ans au moment de sa naissance, tandis que son père, Joseph-François Baudelaire, un amoureux des arts qui au cours de sa vie a été prêtre puis fonctionnaire au Sénat, va sur ses 62 ans. Je fais le calcul pour vous, ils ont 34 ans d'écart.
Alors si je souligne ça, c'est pas pour m'indigner d'une telle différence, en soi je m'en moque. Par contre, le fait que Joseph-François Baudelaire soit déjà un sexagénaire au moment de la naissance de son second fils Charles, parce qu'il a déjà eu un autre enfant quelques années plus tôt d'une précédente union, eh bien ça signifie malheureusement qu'il a déjà longuement vécu et donc que le temps joue contre lui. Bref, vous voyez peut-être où je veux en venir, il lui reste plus forcément beaucoup d'années à vivre et justement, le sort ne va pas tarder à frapper puisqu'il meurt en 1827 alors que notre petit Charles n'a que 5 ans, donc autant dire que malheureusement il n'aura pas vraiment connu son père. Et comme si c'était pas suffisant d'éprouver un tel drame, il va en traverser un autre qui en est en fait la conséquence. À peu près un an après la mort de son père, sa mère se remarie avec un militaire et homme politique du nom de Jacques Opic. Et si je présente ce fait comme un drame, c'est parce que avec le père Opic, la relation avec Baudelaire va être assez tendue. D'un côté, on a un gamin plutôt sensible, de l'autre, un militaire à l'ancienne, rigide, autoritaire, qui comprend strictement rien à son beau-fils, mais qui se prend quand même d'affection pour lui et qui va vouloir s'occuper de son éducation. Donc évidemment, avec des bases pareilles, leur relation va assez vite s'avérer froide et distante, et Baudelaire va également pas mal souffrir du fait que son beau-père s'interpose entre lui et sa mère. Bon, après, en attendant, il fait tout de même ses études, il va au collège puis au lycée, il fera une partie de sa scolarité à Lyon suite à une mutation de son beau-père, et à son arrivée là-bas, il saute d'ailleurs une classe, il passe directement de la 7e à la 6e. Par contre, en revenant à Paris en 1836, il redouble sa 3e pour combler un retard en mathématiques. Alors, grosso modo, de ce que j'ai vu, Baudelaire, c'était quand même un bon élève. Dans une classe de 45 à 50 élèves, où ils étaient vraiment beaucoup à l'époque, il se classe le plus souvent parmi les 10 premiers. Néanmoins, il est plutôt irrégulier. En gros, il a des facilités évidentes, mais il travaille pas forcément beaucoup, surtout quand une matière ne l'intéresse pas. Donc, il a un côté clairement dilettante. Quand il aime quelque chose, il s'y intéresse à fond. Quand ça l'ennuie, il fout rien. Du coup, c'est typiquement le genre d'élève dont les professeurs vont continuellement dire « peut mieux faire ». A noter qu'il est particulièrement bon en latin, par contre, il excelle pas spécialement en français. Alors, ça peut paraître surprenant, mais ça s'explique surtout par le fait que dans cette matière, on attend des élèves qui développent des sujets, qui fassent preuve de culture, plutôt que de créativité au sens littéraire. Donc en fait, le français, c'est pas une discipline où le talent de Baudelaire pourrait être récompensé. Quoi qu'il en soit, l'anecdote que je trouve la plus amusante sur son parcours scolaire, c'est qu'en 1839, il va se faire virer du prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris pour une histoire toute bête. En cours de philosophie, un camarade lui fait parvenir un papier sur lequel il a écrit quelque chose, mais le professeur les surprend et demande à Baudelaire de lui apporter le billet. Seulement le truc c'est que Baudelaire refuse, j'imagine que le professeur doit pas aimer ça, donc il l'envoie tout droit dans le bureau du proviseur, où la même scène se rejoue, le directeur du lycée veut savoir ce qui est écrit sur le papier, Baudelaire ne dit pas un mot, et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il déchire le papier et il l'avale devant le proviseur, qui a alors un raisonnement absolument incroyable pour aujourd'hui, dans la mesure où il se dit que si Baudelaire ne veut pas lui révéler ce qui était écrit sur ce mot, c'est qu'il s'agit certainement d'une affaire très compromettante. Et donc, qu'est-ce que le proviseur en conclut? Eh bien que Baudelaire est probablement un homosexuel. J'ai envie de dire autre époque, autre mœurs. Bon alors évidemment, face à des soupçons pareils, Baudelaire éclate de rire tellement ça lui paraît absurde, seulement le proviseur, lui, ça le fait beaucoup moins rigoler, donc il l'exclut du lycée, et ce de manière définitive. Bon, la sanction revêt un côté homophobe évident, mais quand même à l'époque on notera qu'on rigolait pas avec la discipline. Quoi qu'il en soit, ensuite, je vous la fais courte, Baudelaire s'inscrit dans un autre lycée pour passer le bac, il l'obtient in extremis, et là, il fait une annonce à sa famille, il leur avoue qu'il aimerait bien devenir auteur. Autant vous dire que c'est un projet qui convainc pas franchement son beau-père, le général Opic, qui, comme on l'a vu, est pas trop dans un délire artiste, et comme Baudelaire est encore mineur, qu'il est dépendant de sa famille, eh bien le général Opic lui dit « Mon coco, tu vas plutôt aller t'inscrire à la fac de droit parce qu'avec ça, au moins, tu pourras te faire une vraie situation. » Du coup, que fait Baudelaire? Eh bien, il réagit comme n'importe quel étudiant qu'on forcerait à faire des études qui l'ennuient profondément. Il s'inscrit à la fac pour contenter son beau-père, et il n'y met pas les pieds pour se contenter lui. En fait, de ses 18 à ses 20 ans et quelques, Baudelaire commence à vivre une vie de bohème, à se comporter comme un dandy. Il fréquente le quartier latin où il rencontre d'autres écrivains, il va au musée, au Louvre par exemple, qu'il fréquente pas mal, puisqu'il s'intéresse beaucoup à la peinture. Bref, il a une vie assez légère. Précisons cependant que c'est la période aussi pendant laquelle il va attraper la syphilis, probablement à la suite d'une relation sexuelle avec une prostituée, et c'est une maladie qui va le suivre et l'affaiblir pendant toute sa vie. Alors au début il en ressentira pas trop les symptômes, mais avec le temps ça va lui causer des problèmes dermatologiques, gastro-intestinaux, et surtout vers la fin de sa vie il va avoir à cause de ça des troubles neurologiques. Cependant pour l'instant j'anticipe pas plus sur sa santé, disons seulement qu'à ce moment-là sa vie de bohème effraie beaucoup son beau-père qui estime que les milieux littéraires et artistiques ont une mauvaise influence sur lui, et donc ce dernier a une idée, c'est de l'envoyer en Inde pour
1. L'éloigner de ses mauvaises fréquentations parisiennes et 2. Faire de lui un homme d'affaires. En fait, le général Opic imagine que Baudelaire pourrait par exemple devenir employé de commerce à Calcutta, ce qui serait beaucoup plus respectable que de vivre sa vie de bohème à Paris. Du coup, en juin 1841, Baudelaire monte à bord d'un paquebot pour un voyage de plusieurs mois en direction des Indes, mais tout ne va pas se passer comme prévu puisque lors d'une escale sur l'île de la Réunion, Baudelaire refuse d'aller plus loin, monte à bord d'un autre bateau et redébarque en France en février 1842. Chose à noter, c'est vraisemblablement pendant ce voyage que Baudelaire commence à écrire les premiers poèmes des Fleurs du Mal. Alors la jeunesse du recueil est assez compliquée à établir, néanmoins le ou l'un des premiers poèmes qu'il écrit et qui composera son livre, ce serait son sonnet à une dame créole, qui est évidemment inspiré de son voyage, et qu'il écrit pour la femme d'un couple de colons qu'il a accueillis à l'île Maurice. Au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu sous un dais d'arbres tout empourpré, et de palmiers d'où pleut sur les yeux la paresse, une dame créole aux charmes ignorés. Alors je précise, mais même si le poème est adressé à une femme, l'idée c'est pas de la draguer, il envoie d'ailleurs le sonnet à son mari pour une question évidente de convenance. Quoi qu'il en soit, ce voyage avorté vers les Indes aura duré plusieurs mois et quand il revient à Paris, en apparence, on pourrait se dire que Baudelaire n'est pas tellement plus avancé qu'avant son départ. Seulement, il y a un petit détail qui va changer dans sa vie et qui n'est pas des moindres, c'est que le 9 avril 1842, Baudelaire a 21 ans, donc il atteint enfin sa majorité et suite à ça, il peut entrer en possession de l'héritage de son père qui lui a laissé près de 100 000 francs sous la forme d'argent liquide, de rente, d'actions et de terres. Bon, ce serait compliqué de faire la conversion en euros aujourd'hui, mais pour vous donner une idée de ce que ça représentait, apparemment dans ces années-là, j'ai vu qu'un ouvrier, ça pouvait gagner entre 400 à 700 francs par an, donc autant vous dire que 100 000 francs, c'est une bonne petite fortune. Seulement, quand vous êtes un artiste bohème de 21 ans auquel son beau-père mène la vie dure et que vous héritez d'une telle somme, à votre avis, qu'est-ce que vous en faites? Eh ben c'est très simple, vous la dépensez et c'est exactement ce que fait Baudelaire. En 18 mois, il dilapide la moitié de son héritage. Alors comment il réussit à dépenser autant d'argent aussi vite, me demanderez-vous? Bah déjà, il a un train de vie très fastueux, c'est un dandy, il aime bien s'habiller, il a des goûts de luxe. En même temps, au début des années 1840, il s'amourache d'une jeune comédienne nommée Jeanne Duval, avec laquelle il va avoir une relation pendant près de 20 ans, entrecoupée de plusieurs ruptures parce qu'ils ont une relation assez conflictuelle, que Baudelaire va la tromper, etc. Quoi qu'il en soit, même si cette femme est parfaitement indépendante financièrement, qu'elle gagne sa vie, il va aussi subvenir à ses besoins. Et aussi, Baudelaire était un grand amateur d'art, il adorait la peinture, dès qu'il pouvait, il achetait des tableaux, c'était un collectionneur, et autant vous dire que ça a beaucoup dû l'aider pour dilapider son héritage. De façon générale, disons surtout que Baudelaire avait les poches percées, il avait aucune éducation financière, et ça va tellement inquiéter sa famille qu'ils vont faire quelque chose à la fois de terriblement humiliant, mais de nécessaire. En 1844, ils vont le mettre sous tutelle pour le reste de sa vie, donc en gros ils vont bloquer son héritage, il n'y aura plus accès, par contre il percevra dès lors une rente de 200 francs par mois. Alors ça reste une très belle somme, seulement étant donné qu'il est majeur, c'est extrêmement humiliant pour lui d'être infantilisé de la sorte, et du coup peu de temps après, et parce qu'il se sent isolé, parce qu'il se sent trahi en quelque sorte par sa famille, il fait une tentative de... En fait, pour être un peu plus clair, il écrit une lettre d'adieu qu'il envoie à son notaire et où il explique qu'il se sent inutile et dangereux pour lui-même, et ensuite il se donne un coup dans le ventre. Néanmoins, précisons que ce geste est plus un appel au secours qu'une volonté d'en finir, et sa blessure restera heureusement pour lui sans conséquences graves, il s'en remettra sans séquelles. Et puis surtout, notons qu'après cet épisode, il va totalement embrasser la vie de dandy et d'artiste. Comme on l'a dit, il va percevoir une rente à vie grâce à son héritage, à savoir 200 francs par mois, ce qui est une très belle somme pour l'époque. Je rappelle que ça représente quasiment un tiers du salaire annuel d'un ouvrier. Néanmoins, comme il va conserver un train de vie très fastueux, j'imagine bien que ça ne devait pas lui suffire, donc il va faire en sorte de gagner de l'argent autrement. Et en fait, le moyen qu'il va employer toute sa vie pour se faire une sorte de complément de revenu, ça va être de travailler comme critique ou disons journaliste. Donc il va se mettre à écrire des critiques d'art ou des articles pour des journaux. Il va également faire des traductions. Baudelaire est notamment célèbre pour avoir traduit plusieurs textes de Poe, et tout ça mis bout à bout fait qu'il pourra à peu près se maintenir financièrement. Même si je me rends compte que la formule est peut-être un peu exagérée. En fait, disons les choses comme elles sont, Baudelaire aura des problèmes d'argent pendant toute sa vie, non parce qu'il était pauvre, mais plutôt comme on l'a vu, parce qu'il ne savait pas gérer son portefeuille. Du coup, il sera constamment endetté. Et alors, ça fait un peu cliché, mais quand vous avez des créanciers qui frappent à votre porte tous les 4 matins pour vous réclamer de l'argent que vous leur devez,
Qu'est-ce que vous faites pour les éviter? Eh bah vous déménagez, et c'est ce que fait Baudelaire. Dès qu'on frappe à sa porte, il se barre, et donc ça explique la raison pour laquelle en 46 années d'existence, on lui connaît pas moins de 40 adresses différentes dans Paris. Alors évidemment il déménage, mais il reste toujours à Paris, sauf à la fin de sa vie où il ira s'établir en Belgique, mais donc vous vous dites forcément, bah c'est facile de le retrouver. Et oui, je suis d'accord avec ça, c'est d'ailleurs exactement ce que je me suis dit, mais en fait, d'après ce que j'ai compris, le fait de déménager, c'était surtout une stratégie pour éviter la saisie de ses biens et non pour fuir des gens qui, par exemple, voulaient lui casser les jambes. Quoi qu'il en soit, tout ce que je vous raconte là, ça vous donne quand même un aperçu de la vie de Baudelaire qui avait incontestablement un côté très chaotique. Et j'ai envie de dire, lui, il a pas volé sa réputation de poète maudit. D'autant qu'il y a encore une chose dont on n'a pas encore parlé, qui va contribuer à sa légende à ce niveau, ça va être aussi sa découverte de substances illicites pour ne pas avoir à les nommer autrement. En 1860, il écrit d'ailleurs un essai qui s'intitule Les paradis artificiels et dans lequel il décrit ses expériences liées à la consommation de diverses substances. Cependant, contrairement à un cliché largement répandu, Baudelaire n'était pas vraiment un fervent défenseur des paradis artificiels. En fait, il s'est mis à consommer certaines substances pour leur côté médicinal, pour combattre les effets de la syphilis par exemple, tandis qu'il en a consommé d'autres par curiosité, mais en tout cas, il ne considérait pas que tout ça c'était un moyen indispensable pour un artiste de trouver l'inspiration, qu'il fallait consommer ces choses pour bien écrire. D'ailleurs, dans son livre Les paradis artificiels, il ne fait pas la promotion de ces substances, mais il cherche plutôt à documenter, avec un regard d'ailleurs très critique, les effets qu'elles produisent. Donc par exemple, il écrit « Mais le lendemain, le terrible lendemain, tous les organes relâchés, fatigués, les nerfs détendus, les titillantes envies de pleurer, l'impossibilité de s'appliquer à un travail suivi, vous enseignent cruellement que vous avez joué un jeu défendu. » De façon générale, un peu comme Poe, Baudelaire, d'un point de vue créatif, c'était quelqu'un qui valorisait plus le travail que le talent pur ou l'inspiration. Donc il faut vraiment comprendre que son usage de toutes ces substances, c'était plus de la curiosité intellectuelle sur un sujet sur lequel il y avait très peu de littérature à l'époque, qu'un moyen de pallier un manque d'inspiration. Bon alors comme on l'a vu, après son retour des îles, Baudelaire embrasse totalement la vie d'artiste bohème et il se met à écrire de plus en plus sérieusement de la poésie, un art qui compte énormément dans sa vie. En 1846, il écrit d'ailleurs un essai critique du salon de peinture de cette même année et dedans on y trouve ces lignes « Vous pouvez vivre 3 jours sans pain, sans poésie, jamais, et ceux d'entre vous qui disent le contraire se trompent, ils ne se connaissent pas. » Bref, Baudelaire est un amoureux des arts, de la poésie, et donc pendant une quinzaine d'années, il va se consacrer à l'écriture de ce qui sera son ouvrage le plus célèbre, à savoir Les Fleurs du Mal, un recueil composé dans sa première version de pile 100 poèmes en vers, et qui paraît en 1857 avec un premier tirage à 1300 exemplaires. Alors disons-le franchement, 1300 exemplaires pour un premier livre de poésie à l'époque, c'est plutôt pas mal. Néanmoins, sur ces 1300 livres, il y en a finalement pas beaucoup qui vont être vendus. Dans une lettre de Baudelaire datée du 11 juillet 1857, soit moins de 3 semaines après la publication du livre, on y apprend qu'il y a encore 900 exemplaires qui n'ont toujours pas été reliés. Donc au mieux, Baudelaire a pu vendre dans les 400 exemplaires du premier tirage des Fleurs du Mal, et ce dans les 2-3 semaines qui suivent sa parution. Après, petite précision, le livre va être censuré à cause de 6 poèmes. Il y a plusieurs exemplaires qui vont être détruits par la justice à cause de ça, mais pour ceux qui survivent, en fait, Baudelaire et son éditeur vont simplement découper les passages qui posent problème pour continuer de distribuer cette première édition après le procès, ce qui va leur éviter d'avoir à réimprimer le livre. Alors c'est difficile d'établir clairement les raisons qui ont poussé le procureur général à intenter un procès contre Baudelaire à cause des Fleurs du Mal. Néanmoins, ce qu'on peut quand même souligner, et que Baudelaire avait bien remarqué, c'est que 2 jours avant la saisie du parquet, un certain Gustave Bourdin publie dans le Figaro une critique assassine contre le recueil. L'odieux y coudoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'infect, jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages, jamais on assiste à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vers. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur, encore si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. Bref, le journaliste taille complètement le recueil, essentiellement pour des questions morales, et il écrit encore « Et au milieu de tout cela, 4 pièces, le reniement de Saint-Pierre, puis Lesbos et 2 qui ont pour titre les femmes damnées, 4 chefs-d'œuvre de passion, d'art et de poésie, mais on peut le dire, il le faut, on le doit, si l'on comprend qu'à 20 ans l'imagination d'un poète puisse se laisser entraîner à traiter de semblables sujets, rien ne peut justifier un homme de plus de 30 d'avoir donné la publicité du livre à de semblables monstruosités. » Alors, est-ce que c'est cette publicité en particulier dans le Figaro qui va inciter le procureur général à faire un procès contre Baudelaire, alors que, comme on l'a vu, le livre a un lectorat très limité? C'est compliqué de l'affirmer, peut-être que ça a pu jouer, mais en tout cas, ça montre surtout que lors de la publication, le livre fait quand même réagir certaines personnes très négativement. Donc le 7 juillet 1857, la justice s'en prend officiellement à Baudelaire. Elle lui reproche notamment 2 choses.
l'outrage à la morale publique et l'outrage à la morale religieuse, même si le second chef d'accusation va très vite être abandonné, ce qui fait que toute l'affaire va tourner autour de l'atteinte aux bonnes mœurs. Alors pendant le procès, l'avocat de Baudelaire va faire genre « oui, non mais mon client dépeint des représentations obscènes et immorales, mais en fait c'est pour mieux les condamner, etc. » Évidemment c'est du bullshit total parce que dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire s'intéresse précisément à des sujets immoraux et surtout habituellement délaissés par les poètes dans le but de les magnifier, démarche qui déplaît évidemment beaucoup à Gustave Bourdin et à d'autres qui ont des conceptions plus classiques, plus morales de la littérature. En fait, pour vous expliquer dans les grandes lignes la démarche de Baudelaire, il développe une approche très personnelle autour du beau et de la laideur. En un sens, il loue énormément le beau, comme les romantiques, il a des préoccupations esthétiques très importantes. D'ailleurs, il faut le dire, il écrit très bien, et ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le conteste. Par contre, là où il innove et là où il va choquer, c'est, comme je l'ai dit, qu'il écrit sur des sujets qu'on considérait souvent à l'époque comme indignes de la poésie ou immoraux. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veut magnifier la laideur. Donc, comme on l'a dit, il s'intéresse à des thématiques, des sujets très inhabituels et d'un goût douteux. Comme diraient les rappeurs aujourd'hui, Baudelaire, à son époque, c'est un type qui fait du sale. Par exemple, il écrit un poème sur le corps d'un animal en décomposition dans Une charogne, qu'il compare en plus à une femme, et autant dire que c'est le genre de thème que les romantiques n'auraient même pas osé considérer. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique, son ventre plein d'exhalaisons. Mais ce qui va vraiment faire le plus scandale, c'est qu'il aborde des sujets tabous pour l'époque, comme l'homosexualité féminine dans Lesbos ou Femme damnée, ou encore l'érotisme dans Le Lété ou Les bijoux. Et ça passe pas, donc comme on l'a dit, il y a procès, et comme je l'ai aussi dit dans l'introduction parce que mes vidéos sont bourrées de spoilers, s'ensuit une condamnation, Baudelaire doit payer 300 francs d'amende et il doit supprimer 6 poèmes du recueil. Alors pour l'anecdote, les 6 poèmes supprimés referont l'objet d'une publication en 1866, parmi d'autres poèmes dans un mini-recueil intitulé Les Épaves, et qui sera publié à l'initiative de l'éditeur de Baudelaire, un certain Auguste Poulet-Malassis. Alors ce type, ça avait l'air d'être un drôle de personnage parce qu'en 1863, il fait 3 mois de prison pour des dettes non payées, ensuite il va se réfugier en Belgique, et 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait ? Il profite d'être là-bas pour publier les poèmes interdits de Baudelaire pour lesquels il avait lui-même, en tant qu'éditeur des Fleurs du Mal, été condamné à une amende de 100 francs. Le problème, c'est que évidemment, ça c'est une petite entourloupe pour contourner la juridiction française, dans le sens où si la publication du livre a lieu en Belgique, Poulet-Malassis fait en sorte de le distribuer en France, et évidemment ça ne pouvait pas passer, donc rebelote, il se fait recondamner, et cette fois il écope de 500 francs d'amende et d'1 an de prison. Je m'étends un peu sur Poulet-Malassis, mais c'est pareil, en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur une lettre de Baudelaire qui lui était adressée, parce que c'était son éditeur pour Les Fleurs du Mal, et comme Baudelaire était extrêmement perfectionniste et qui voulait tout contrôler à la virgule près, eh bien le 6 juin 1857, juste avant la première publication des Fleurs du Mal, il lui écrit sur un ton un peu agacé « Décidément, mon cher ami, pourquoi ne m'écrivez-vous pas ? Est-ce que vous avez juré d'introduire ou de laisser beaucoup de fautes dans la 10e feuille, dans le carton complémentaire et surtout dans la table des matières ? Qu'est-ce qui vous empêche de me communiquer de bonnes épreuves après correction faite et avant le tirage ? Mais il est impossible de jamais obtenir de vous quoi que ce soit de régulier. » Bref, je trouve ça assez rigolo de voir Baudelaire qui s'énerve dans une lettre parce que son éditeur est pas assez attentif aux fautes d'orthographe qu'il laisse passer lors du passage de la version manuscrite à la version imprimée. Et d'ailleurs, pour vous donner une autre idée d'à quel point Baudelaire était perfectionniste, dans la première édition des Fleurs du Mal, parue en juin 1857, après impression et reliure, Baudelaire se rend compte que dans le texte d'ouverture, il y a une faute d'orthographe puisqu'il est écrit « Au poète impeccable, au parfait magicien langue française, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives, Charles Baudelaire. » En fait, le problème, c'est qu'il écrit S langue française au singulier, alors que la préposition S ne peut s'employer qu'avec un terme au pluriel. Donc, que fait Baudelaire ? Il ajoute lui-même à la main les 2 S qui manquent sur tous les exemplaires qu'il distribue autour de lui. Bon, à mon avis, ça devait être bien chiant. En tout cas, pour l'information, ça c'est une anecdote sur laquelle je suis tombé en lisant les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains, de Anne Bockel et Étienne Kern. C'est un petit livre assez sympathique qui montre que même les plus grands auteurs ne maîtrisaient pas la langue française à la perfection. Et personnellement, je trouve limite que ça les rend d'autant plus touchants. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Baudelaire, avec le recul, je noterai qu'au final, il n'avait pas forcément besoin de se donner
donner toute cette peine, c'est-à-dire de corriger ses livres à la main, puisque de toute façon, quelques semaines plus tard, le recueil est censuré à cause de 6 poèmes, et même s'il continue de distribuer les exemplaires de la première édition en découpant dedans les textes interdits, il va très vite commencer à travailler sur une seconde édition des Fleurs du Mal. Cette seconde version du recueil paraît en 1861, soit 4 ans après la première. Elle est évidemment allégée des 6 textes interdits, mais 32 nouveaux poèmes viennent aussi l'enrichir. Le tirage est de 1500 exemplaires, par contre, cette fois, j'ai pas trouvé d'informations sur les ventes, donc je sais pas si le recueil s'écoule spécialement bien, mais la seule chose que je peux dire, c'est que si le procès crée peut-être une petite curiosité pour l'œuvre, sa notoriété est très loin d'exploser, même si, de ce que j'ai vu, il semblerait que, suite au procès, quelques exemplaires interdits de la première édition aient pris un peu de valeur dans les mois qui ont suivi la censure, rareté oblige. Cependant, ne nous emballons vraiment pas, Les Fleurs du Mal du vivant de Baudelaire, ça reste un livre qui ne sera lu que par des poètes, des écrivains ou des férus de littérature, mais ce n'est absolument pas un succès populaire. En revanche, si le livre est très décrié par certains critiques et lecteurs, à commencer par notre fameux Gustave Bourdin du Figaro, comme je vous l'ai également dit en introduction, certaines personnalités du monde des lettres reconnaissent immédiatement Baudelaire comme un poète particulièrement talentueux. Par exemple, quelques semaines avant la première parution des Fleurs du Mal, Baudelaire envoie un exemplaire à Victor Hugo qui lui répond « J'ai reçu votre noble lettre et votre beau livre, l'art est comme l'azur, c'est le chant infini, vous venez de le prouver, vos Fleurs du Mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles, je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. » Permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation, une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir, ce qu'il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu'il appelle sa morale, c'est là une couronne de plus, je vous serre la main, poète. Il y a également Flaubert qui lui écrit « Mon cher ami, j'ai d'abord dévoré votre volume d'un bout à l'autre, comme une cuisinière fait d'un feuilleton, et maintenant, depuis 8 jours, je le relis vers à vers, mot à mot, et franchement cela me plaît et m'enchante. Vous avez trouvé le moyen de rajeunir le romantisme, vous ne ressemblez à personne, ce qui est la première de toutes les qualités, l'originalité du style découle de la conception, la phrase est toute bourrée par l'idée, à en craquer. En résumé, ce qui me plaît avant tout dans votre livre, c'est que l'art y prédomine, et puis vous chantez la chair sans l'aimer, d'une façon triste et détachée qui m'est sympathique, vous êtes résistant comme le marbre et pénétrant comme un brouillard d'Angleterre. Ajoutons encore à cela par exemple Rimbaud qui dira de Baudelaire quelques années après sa mort, mais bien avant qu'il ne devienne un classique de la poésie, qu'il était le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Et vous comprenez que Baudelaire, même s'il est loin de faire l'unanimité et qu'il ne sera jamais populaire, bénéficie tout de même très vite, si ce n'est immédiatement, de la reconnaissance de ses pairs. Et ça, j'insiste là-dessus, mais en fait, quand on s'intéresse à la vie d'artiste qu'on qualifie de maudit, et Baudelaire correspond très bien à l'idée qu'on se fait d'un poète maudit, bah en fait, presque à chaque fois, on se rend compte que certes, ils n'avaient peut-être pas du succès de leur vivant, ils n'étaient pas populaires, mais par contre, les gens qui s'y connaissaient vraiment dans leur discipline, dans leur art, reconnaissaient leur talent. Bon, sinon, après, pour conclure sur Les Fleurs du Mal, je vous l'ai dit, Baudelaire a un côté très perfectionniste et, comme tous les perfectionnistes, il est lent pour composer et il a du mal à finir. Donc en fait, son recueil, à partir de la seconde édition de 1861, c'est un livre qui va rester à l'état de work in progress jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que Baudelaire continue d'écrire des poèmes qu'il compte ajouter dans une prochaine édition, mais il n'aura jamais le temps de la publier puisqu'il meurt en 1867 avant d'avoir pu mettre un vrai point final à son livre. Et finalement, aujourd'hui, la version des Fleurs du Mal qu'on connaît, c'est une version qui se rapproche de celle qui a été publiée et organisée à titre posthume par les écrivains Théodore de Banville et Charles Asselineau, qui étaient des amis de Baudelaire et qui feront cela en réponse à une demande de sa mère. Alors après je précise, mais dans la version qui publie en 1868, donc la troisième, il y a 151 poèmes qui figurent dans Les Fleurs du Mal, mais évidemment il y manque toujours les 6 poèmes interdits de la première édition, et en fait ceux-là ils ne réapparaîtront dans Les Fleurs du Mal qu'à la suite de leur réhabilitation, qui n'aura lieu qu'en 1949, donc il faudra attendre quand même un peu de temps. Bon alors on va passer au dernier chapitre de la vie de Baudelaire qui est loin d'être le plus gai, je vous préviens, mais juste avant d'y venir, il y a une anecdote que je trouve quand même amusante avec Baudelaire parce que d'un côté elle fait pas très poète maudit, mais de l'autre c'est quand même un argument qu'on pourrait utiliser si on voulait pour dire « Eh regardez, Baudelaire était un incompris rejeté par ses contemporains ». En fait en 1862, il est candidat pour la première et dernière fois de sa vie à un fauteuil de l'Académie française, ce qui sonne pas très poète maudit, j'insiste là-dessus encore une fois parce que le principe de l'Académie c'est la reconnaissance par une grande institution, tandis que le principe d'un poète maudit, c'est d'être au contraire incompris et ignoré. Bon après évidemment le concept de poète maudit est de toute façon arrivé après la mort de Baudelaire, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, amis de la poésie, soyez encore plus rassurés,
Baudelaire est refusé par l'Académie, d'ailleurs il n'obtient aucune voix, donc disons qu'il a failli faire un faux pas dans une carrière presque parfaite en termes de malédiction, mais c'est bon, sa réputation est sauve, il est jamais entré à l'Académie. Bon, par contre, sinon, plus sérieusement, au début des années 1860, il y a un truc qui va pas spécialement bien dans la vie de Baudelaire, enfin qui n'est jamais allé bien d'ailleurs, ce sont ses problèmes d'argent. Mais là, apparemment, ils deviennent un peu plus importants, donc au lieu de déménager une fois encore dans Paris pour fuir ses créanciers comme il en a désormais l'habitude, cette fois, il se dit qu'il va carrément aller en Belgique, à Bruxelles, et en fait, il va y passer 2 ans. Alors, outre le fait qu'il cherche à fuir ses créanciers, il espère aussi donner là-bas des conférences rémunérées et vendre les droits de ses œuvres à un nouvel éditeur, donc on peut dire que les motivations de son déménagement sont essentiellement pécuniaires. Ajoutons aussi qu'à cette période de sa vie, Baudelaire souffre quand même d'une dépression assez sévère, il a des problèmes de santé de plus en plus importants, notamment en partie liés à la syphilis, il fait souvent des crises nerveuses, il est très fatigué, et en 1865, il écrit notamment dans une lettre « Ma santé, dites-vous, comment diable voulez-vous qu'elle soit bonne avec tant de colère et de soucis ? Ce qui mérite plus que tout, plus que la misère, plus que la bêtise dont je suis environné, c'est un certain état soporeux qui me fait douter de mes facultés. Au bout de 3 ou 4 heures de travail, je ne suis plus bon à rien. Il y a quelques années, je travaillais quelquefois 12 heures et avec plaisir. » Bref, il n'a qu'une quarantaine d'années, mais sa santé décline fortement et le 15 mars 1866, lors d'une visite dans une église de Namur, il fait un malaise qui ressemble très fortement à un AVC et qui va être un point de bascule dans sa vie. En fait, à la suite de cet accident, il devient hémiplégique, donc une moitié de son corps reste paralysée et à cause de ça, même si une semaine plus tard, il réussit à écrire une lettre lui-même, il n'arrivera plus vraiment à tenir une plume, donc il écrira plus ses lettres tout seul, il les dictera. Mais à vrai dire, cette situation ne va pas durer longtemps parce que sa santé va encore se dégrader, il va commencer à souffrir d'aphasie, c'est-à-dire de difficultés à s'exprimer par le langage, et ces difficultés vont évoluer très rapidement. Au final, quelques semaines après l'accident, il peut plus ni lire, ni écrire, ni parler. En fait, d'après un témoignage de l'homme politique Jules Vallès, tout ce qu'il est capable de dire, c'est l'expression crénon, qui veut dire sacré nom de Dieu, et c'est tout. Du coup, au cours de l'année 1866, on le ramène à Paris et il est admis dans une maison de santé où il restera jusqu'au 31 août de l'année 1867, date à laquelle il s'éteint. Donc ainsi se termine la vie de Baudelaire dans la souffrance et la maladie. Comme on l'a vu, il meurt essentiellement inconnu dans le sens où le seul livre de poésie qu'il publie de son vivant, Les Fleurs du Mal, n'a qu'un lectorat très limité. Mais très vite, il y a un second livre de poésie de Baudelaire qui va sortir, il s'agit du Spleen de Paris, qui paraît pour la première fois en 1869 et qui est établi encore une fois par Charles Asselineau et Théodore de Banville. Et pourquoi je vous parle de ce livre ? Eh bien parce que c'est un pilier de l'œuvre de Baudelaire et que personnellement c'est pour moi un énorme coup de cœur. Dedans on y retrouve 50 textes écrits par Baudelaire entre 1857 et 1864 et si avec Les Fleurs du Mal Baudelaire innove par les thèmes qu'il aborde, dans le Spleen de Paris il s'avère éminemment moderne mais d'une autre façon puisqu'il écrit en fait en prose et d'ailleurs le recueil est initialement titré Petits poèmes en prose. Et clairement je trouve que le style est incroyable, c'est net, c'est incisif, c'est beau et surtout à une époque où la poésie est surtout question d'alexandrin et de vers rimés, le fait de styliser des petits textes en prose comme ça, c'est quand même une démarche assez nouvelle. Alors je précise, Baudelaire n'est pas exactement le premier à le faire, néanmoins c'est peut-être disons l'un des premiers à le faire aussi bien. Par exemple, je vous lis le poème Les Fenêtres, que je trouve juste magnifique et qui est tiré donc du Spleen de Paris. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre, dans ce trou noir où lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Bref, tout ça pour dire que le Spleen de Paris, c'est vraiment un de mes livres préférés. Si vous ne l'avez pas lu, je vous y encourage vivement, d'autant que, je le précise au cas où des gens qui ne sont pas habitués à lire de la poésie verraient cette vidéo, le Spleen de Paris, à mon sens, c'est un livre beaucoup plus facile d'accès que les Fleurs du Mal, qui peuvent avoir un côté, elles, plus mystérieux, plus difficile à saisir, on va dire.
Quoi qu'il en soit, évidemment, même si je trouve ce livre absolument fabuleux, sa publication en 1869 ne suffit pas à faire de Baudelaire une superstar de la poésie du jour au lendemain. En fait, après sa mort, ça va vraiment mettre plusieurs décennies avant que Baudelaire ne devienne véritablement célèbre, et ce qui est intéressant justement, c'est de voir comment il est devenu un classique. Quelques années après sa mort, il y a plusieurs écrivains, encore une fois à l'instar d'Hugo ou de Flaubert, qui reconnaissent très vite son talent, comme Rimbaud, Verlaine, Mallarmé et bien d'autres. Au début du XXe siècle, c'est la même chose, une nouvelle génération de poètes ou plus généralement d'artistes émerge et encore une fois, nombre d'entre eux vont louer les qualités littéraires de Baudelaire, en plus d'éventuellement se laisser inspirer par sa poésie, comme Paul Valéry, André Gide, Marcel Proust, Louis Aragon, etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que pendant une cinquantaine d'années, Charles Baudelaire, ça reste un nom relativement peu connu du grand public. Par contre, pour les gens qui s'intéressent à la poésie, il s'impose très vite comme un auteur qu'il faut absolument lire et surtout, il influence bon nombre de grands écrivains qui vont lui succéder. Et ça, ça fait qu'il attire l'attention des universitaires qui vont se mettre à l'étudier et ce qui va vraiment le révéler au grand public, c'est qu'au cours du XXe siècle, il entre petit à petit dans les programmes scolaires. Donc finalement, Baudelaire, comme tous les écrivains qui n'ont écrit que de la poésie, ça a jamais été un auteur spécialement populaire. Par contre, sa notoriété et sa légitimité en tant que poète se sont construits essentiellement autour de 1. La reconnaissance de ses pairs et 2. La reconnaissance universitaire. Après, on peut dire que le grand public le reconnaît aussi, mais cette reconnaissance vient en dernier et il faut aussi être lucide. Le paradoxe de la reconnaissance du grand public, c'est que des milliers de gens vous reconnaissent comme un grand écrivain alors qu'ils vous ont pas forcément lu, et s'ils vous ont lu, c'était par exemple peut-être à l'école, donc ils vous ont lu d'une façon assez vague, sans forcément comprendre ce qui faisait votre singularité. Donc bref, il y a un côté un petit peu absurde à ça, et c'est ce qui fait que je considère que Baudelaire n'était pas plus incompris de son vivant qu'aujourd'hui. En fait, à son époque, Baudelaire ne pouvait pas devenir un poète reconnu au sens célèbre du terme, simplement en publiant un recueil de poésie parce que personne ne devenait célèbre en publiant de la poésie. Et aujourd'hui, si la réputation de Baudelaire n'était pas là pour le précéder, la grande majorité des gens continueraient de passer à côté de lui exactement comme c'était le cas de son vivant. À la limite, la seule différence entre hier et aujourd'hui, ce serait plutôt l'évolution de la morale, dans le sens où, au XIXe siècle, la raison pour laquelle Baudelaire est vivement critiqué, c'est qu'il s'attaque aux bonnes mœurs. Aujourd'hui, la morale n'est plus la même, il y a des textes qui étaient choquants hier et qui ne le sont plus aujourd'hui, et en même temps, il y en a d'autres qui peuvent le devenir. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais la façon dont une société considère un texte d'un point de vue moral n'est de toute façon jamais figée. Mais tout ça pour dire que les contemporains de Baudelaire qui ne l'ont pas reconnu de son vivant n'étaient pas plus idiots que nous qui le reconnaissons aujourd'hui. Si aussi peu de gens l'ont lu à son époque, c'est parce que très peu de gens s'intéressaient vraiment à la poésie, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et si autant de gens l'ont critiqué de son vivant, c'est parce que ces gens étaient très sensibles à la morale, et encore une fois, c'est toujours le cas aujourd'hui, la morale, ça fait réagir. Bon, à vrai dire, je voulais conclure cette vidéo avec un commentaire un peu plus personnel sur ce que je pense de la poésie de Baudelaire, mais en fait, je me rends compte que je vous ai aussi déjà en partie spoilé ça. Donc vous l'avez sans doute deviné, j'aime beaucoup Les Fleurs du Mal, et surtout, comme je l'ai dit, j'ai un énorme coup de cœur pour le Spleen de Paris. Cependant, contrairement sans doute à beaucoup de lecteurs, ce que j'aime vraiment chez Baudelaire, c'est pas spécialement son parti pris de s'intéresser à des sujets disgracieux, obscènes, immoraux, etc., même si ça concourt à son esthétisme. En fait, ce que j'aime vraiment chez lui, c'est surtout son style et son intelligence. Dans un poème de Baudelaire, qu'il soit en vers ou en prose, on trouve toujours un savoir-faire technique indéniable, une grande sensibilité et un esprit doué d'une extrême finesse. Quand je lis son poème Les Fenêtres, par exemple, je trouve ça très bien écrit, mais aussi très intelligent. Il y a une profondeur évidente qui se dégage. Baudelaire, pour moi, c'est un auteur qui fait preuve d'une grande vivacité d'esprit, et c'est sans doute la chose à laquelle je suis le plus sensible dans ses textes. D'autre part, là où je me retrouve beaucoup chez lui aussi, c'est dans ce côté qu'il a d'assumer sa subjectivité. Pour Baudelaire, un artiste, un poète, c'est quelqu'un qui, dans ses créations, doit poser un regard qui lui est propre. J'aime beaucoup notamment ce qu'il dit quand il écrit pour commenter le salon de peinture de l'année 1859. Dans ces derniers temps, nous avons entendu dire de 1000 manières différentes: copier la nature, ne copier que la nature, il n'y a pas de plus grande jouissance ni de plus beau triomphe qu'une copie excellente de la nature. Et cette doctrine, ennemie de l'art, prétendait être appliquée non seulement à la peinture, mais à tous les arts, même au roman, même à la poésie. À ces doctrinaires si satisfaits de la nature, un homme imaginatif aurait certainement eu le droit de répondre: je trouve inutile et fastidieux de représenter ce qui est, parce que rien de ce qui est ne me satisfait, la nature est laide, et je préfère les monstres de ma fantaisie à la trivialité positive.
Bref, Baudelaire rompt avec l'art classique dans le sens où le parti pris du réalisme lui déplaît fortement. Il estime qu'imiter le réel, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue artistique. Et personnellement, j'irai peut-être pas aussi loin, mais je suis d'accord avec lui sur un point. Ce qui me plaît dans une œuvre d'art, c'est pas qu'elle témoigne à la perfection du réel, mais plutôt qu'elle atteste d'une forme de singularité. Plus un artiste propose un regard qui lui est propre, plus ça m'intéresse, même si je me retrouve pas totalement dans son regard. Et d'ailleurs, c'est le cas avec Baudelaire, qui avait un côté très pessimiste, très sombre, très critique vis-à-vis de la modernité, dans lequel, cette fois, je me reconnais pas vraiment. D'autant qu'il est assez paradoxal là-dessus, dans la mesure où il méprisait par exemple la modernité, mais en même temps, à son époque, il était peut-être le plus moderne de tous les poètes. Quoi qu'il en soit, ici je parle plus de l'homme que du poète, parce que clairement, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les œuvres de Baudelaire, j'y suis très sensible et je ne peux que vous encourager à les lire ou même les relire si vous les avez lus il y a longtemps, par exemple à l'école. En attendant, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Encore merci à NordVPN de m'avoir sponsorisé et de soutenir la chaîne. Je vous rappelle qu'avec le code qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier de 4 mois offerts en choisissant l'abonnement de 2 ans. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, à activer la cloche et moi je vous dis à bientôt.